Bonjour et bienvenue, je suis Nicolas et vous écoutez le Café du Projet, une émission de podcast autour de la gestion de projet bien sûr, mais qui traite aussi et surtout du leadership et de la communication de manière générale. Le premier mardi de chaque mois, j'accueille des invités, experts dans leur domaine, qui mettent en œuvre leurs compétences en leadership, gestion de projet ou communication pour animer des équipes, faire avancer des projets ou encore accompagner des personnes comme vous et moi vers la réussite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Archer, fondateur de l'Aikido Verbal. Bonjour Luc. Bonjour Nicolas, je suis ravi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Luc ? Oui, alors je suis Luc Archer, je suis irlandais, je suis fondateur de Aikido Verbal ou Verbal Aikido. C'est une pratique de gestion de conflit pour passer du conflit à la conversation. Très bien, écoute, ça m'intéresse beaucoup puisque j'ai moi-même pratiqué l'Aikido, donc plusieurs années d'affilée. Et l'une des particularités de cet art martial, justement, c'est qu'on utilise la force de l'attaque de son adversaire pour se défendre. Est-ce que l'Aikido Verbal, du coup, est utilisé de la même manière ? Oui, quelque part, il y a de ça dans le sens où on va pas chercher à dominer l'autre personne, mais c'est la force de l'autre personne qui va entraîner notre mouvement. Parfois, les gens disent on va utiliser la force de l'autre contre lui. C'est une interprétation un peu fausse de cette idée de la pratique de l'aïkido. On va pas l'utiliser la force contre lui, mais en fait, on va accueillir la force de l'autre et on va faire en sorte qu'il n'y a plus d'attaque. En fait, de réduire l'attaque à néant. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière un peu plus détaillée comment ça fonctionne, quelles sont les étapes de cette démarche s'il y en a ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une danse. Alors déjà, il faut commencer par cette idée, c'est que pas 1, 2, 3, c'est terminé. Non, il s'agit d'une danse entre certaines postures. Donc les postures, c'est la posture moi, toi et nous. On va les appeler la posture 1, la posture 2, la posture 3. Je pense que c'est une façon simple de comprendre que 1 plus 2 égale 3, donc moi plus toi égale nous. Et c'est en fait une danse, donc on va pouvoir faire une posture moi, peut-être pour me recentrer, toi pour mieux comprendre où tu en es, peut-être je reviens sur moi, toi, jusqu'à ce qu'il y ait un nous qui se développe et qu'on va proposer. Encore, ça peut fonctionner ou ça peut pas fonctionner, mais si ça fonctionne pas, on revient à la posture 1, 2, 1, 2, et jusqu'à ce que, en fait, il y a une déescalade, la conversation, il y a la tension on peut diminuer et là on peut partir dans une direction de conversation. Donc même si toi tu es dans cette démarche d'aïkido verbal et moi je suis hostile, tu vas quand même réussir à m'entraîner dans une démarche positive pour que derrière on fasse redescendre la pression, si j'ai bien compris. C'est l'intention, effectivement. La pratique, en gros, effectivement, on va apprendre les deux choses là, les deux piliers dont j'ai parlé. Donc il y a la posture, donc comment on est posé, quelle est notre intention derrière par exemple notre écoute lorsqu'on est en posture de toi ou en posture 2. Mais on commence avec, comme j'ai dit, ces deux piliers, les techniques. Donc c'est ce qu'on l'on dit, et posture, c'est comment on va le dire. Mais en effet, on va proposer en fait à l'autre personne déjà que moi je vais être centré et je veux partager ce sentiment de centrage, mais je veux comprendre l'autre. Et souvent c'est ça qui fait que il y a une descente dans la tension, dans un échange, parce que en fait si on pratique bien, c'est ça qu'on propose à notre partenaire. C'est pas notre adversaire, mais c'est notre partenaire. On va le proposer d'être compris. Et souvent c'est ça, mais parmi d'autres effets. Mais le sentiment que l'autre personne qui n'est pas compris ou voilà, ça va augmenter la tension dans un échange. Enfin, on le connaît tout, quand on ne se sent pas compris, et c'est frustrant, donc ça augmente. Tandis que là, on est dans la pratique déjà de comprendre l'autre, mais aussi de pouvoir être compris soi-même. Et ensuite de cheminer vers quelque chose de plus constructif. Donc oui, on va proposer ça, on va toujours faire en sorte que l'autre personne puisse sauver la face. Voilà, donc c'est une pratique qui fait qu'effectivement, si quelqu'un ne pratique pas du tout, nous on commence à pratiquer, et justement c'est le plus courant dans la vie. c'est le voisin, ou c'est la personne dans la rue, ou c'est encore le plus important, c'est les gens dans notre famille, dans notre proximité, qui vont nous dire des choses, qui créent la tension. Et oui, on a intérêt de pouvoir faire en sorte que voilà, il y a un accent qui est mis plutôt sur la relation avec l'autre. Très bien. Donc ce que je comprends, c'est que toi, tu vas effectivement, tu vas proposer à la personne qui est en face de toi de se faire comprendre, puisque moi, si je suis hostile et que je t'agresse, entre guillemets, verbalement, c'est peut-être parce que j'ai besoin de me faire comprendre, oui. J'ai besoin de me faire entendre, j'ai besoin que mon émotion aussi soit comprise. C'est une éventualité, effectivement, et ça fait partie de une majorité des situations. Cependant, parfois, on peut se sentir agressé parce que l'autre personne ne s'exprime pas.
Donc là, c'est un moment on va plus être dans l'écoute, on va être dans l'expression, une expression centrée par contre. Pas une expression accusateur ou une expression, on va dire, dans le défensif ou dans la justification, les choses comme ça. C'est juste une expression, plus on est posé, plus il y a de chances que l'échange va dans une direction qui est plutôt vers la conversation. Évidemment, parfois on dit, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais Luc, si moi je suis calme et l'autre est en train de s'énerver, et il dit que ça l'énerve encore plus. Alors, ça dépend toujours de notre intention lorsqu'on est, soi-disant, calme. On peut être calme dans un sens un peu genre pour narguer l'autre. Genre moi je suis calme et toi tu l'es. Là il n'y a pas, comme j'ai dit, ce sentiment de partage du sens. C'est tout ce qui est dans notre intention, les gens peuvent le détecter. Si moi je te dis Nicolas, c'est vraiment super ton émission, hein, c'est vraiment chouette, hein. Ouais, c'est la communication non verbale du coup qui est tout autour. Effectivement. Donc notre intonation joue pour énormément. Je reviens un tout petit peu, Luc, sur la partie préparation et sur la partie démarche en elle-même. En Aïkido, on se prépare physiquement quand on pratique. Il y a toujours un temps où on fait des échauffements, des entraînements. On travaille aussi notre respiration, le chi. Est-ce que dans l'Aïkido verbal, c'est pareil? Est-ce qu'il faut se préparer physiquement avant de se lancer finalement? Ce dont tu parles, effectivement, c'est l'Aïkido physique, donc martial. Et effectivement, dans les dojos, on va arriver, on va faire une salutation, on va faire un moment de petit centrage, un peu ce qu'on appelle les étirements et des choses comme ça, avant de passer sur la tatami. Et c'est la même chose en Aïkido verbal, cependant, on fait ça au niveau verbal. On parle de verbal, c'est pas juste les mots ou des choses comme ça. Effectivement, il y a un côté du corps qui est entraîné là-dedans. En tout cas, mon monde sensei en Aïkido dit toujours que dans l'Aïkido, c'est l'alignement de l'esprit, le cœur et le corps entrent dans une même démarche. Quand on fait notre salut, c'est s'aligner dans la gratitude. On commence avec la gratitude, on termine avec la gratitude pour les gens qui ont pu nous aider à s'entraîner, au moins pour ça. Mais on commence avec l'esprit dans la gratitude, le cœur dans la gratitude et le corps dans la gratitude, juste pour aligner. Donc l'idée que la force de aligner ces trois aspects de nous autour d'un thématique, franchement, c'est très puissant. On enchaîne avec un petit moment de centrage. Alors, il y a plein de différentes façons de faire un centrage. Si les gens veulent accéder à une dizaine et venez 10 semaines de suite, vous verrez 10 façons différentes de se centrer. Mais c'est tellement personnel, mais on explore et on le propose aux gens, et puis les gens sont libres de proposer eux-mêmes. L'idée, c'est on chemine vers un moyen de se centrer de plus en plus aisément. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'échauffement pour la pratique, et la troisième partie de l'échauffement, c'est ce qu'on appelle cet étirement, le stretching verbal, et c'est là où on va s'entraîner autour d'un mot, un terme, on va s'entraîner dans la posture de l'expression centrée et cette écoute augmentée, où on dit plutôt neutre. On essaie de tendre vers la neutralité dans notre écoute, parce que c'est ça qui marche lorsqu'on est en situation. Donc ça, c'est les trois éléments de préparation pour avant d'aller sur la tatami verbal, avant qu'on s'envoie des nions verbaux, machin, mais le salut, l'attitude, le centrage et les stretching verbal. Tu parles de tatami verbal, est-ce que tu as un endroit physique justement où tu peux pratiquer l'aïkido verbal autour de chez toi? Effectivement, on a des lieux où on peut se retrouver, mais puis le Covid, ça s'est vachement transformé. On le faisait déjà avant les cours en ligne, mais on a toutes les semaines, il y a 2 cours en ligne en dehors des vacances scolaires. Il y a un dojo en anglais, un dojo en français. Et à partir de l'année prochaine, on va en avoir un peu plus, parce qu'il y a plusieurs formateurs, formatrices qui mettent ça à disposition des autres aussi. Mais aussi, on a des groupes WhatsApp où les gens se rencontrent entre eux pour s'entraîner ensemble. C'est un peu comme si vous apprenez de la danse ou du tennis ou peu importe, mais que évidemment les gens peuvent venir pour apprendre des outils, comment s'en servir et d'avoir un peu d'entraînement là-dessus, parce qu'il faut rester. C'est pas quelque chose on va apprendre ou on va lire un livre et c'est bon, on a compris. Non, c'est comme un art martial. Il faut quelques mois, j'ai été à une conférence et la première chose que je demande aux gens, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des arts martiaux ici? Et il y a une dame qui a levé sa main, elle a fait du karaté, et j'ai dit au bout de combien de temps dans le karaté vous vous sentiez à l'aise pour gérer une attaque inattendue? Elle a dit 10 ans. Bah oui, je trouvais que c'était plutôt humble, plutôt honnête. Voilà, il s'agit de s'entraîner pour développer des réflexes.
C'est beaucoup de pratique, hein, effectivement. Bon, très bien. Par contre, tout ce que tu me dis là, Luc, c'est un peu de la flûte, l'aïkido verbal. Honnêtement, tu utilises le mot aikido. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est des choses qui existent déjà, on l'utilise tous les jours. Qu'est-ce que tu vois qui existe aujourd'hui? Là, tout ce qui est aikido verbal, tu réussis bien à me déstabiliser. Hein. Ok, voilà. Enfin, écoute, alors là, ça c'est pas terminé. Mais on peut peut-être présenter ça aux auditeurs. Je sais pas, je t'écoute. Oui, bien sûr. Donc du coup, pour nos auditeurs, là, Luc m'avait demandé dans la préparation d'imaginer un scénario où je l'attaquais pour essayer de mettre en œuvre l'aïkido verbal. Donc je l'ai pas préparé plus que ça. Là, c'est un petit peu arrivé sur le vif, mais on a vu que Luc a réussi à me déstabiliser en essayant de creuser pourquoi est-ce que je l'attaque. Oui, alors il me semble que j'ai juste utilisé 2 mouvements. Un de mes préférés aussi, c'est d'ailleurs ça m'aide perso, à bien d'autres, à prendre un peu de distance, mais c'est à chacun quelque part de trouver le leur de mouvement que, en fait, on n'est pas en train de faire escalader la chose, on est en train de dire qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois, si j'avais dit ça avec cette intonation-là, je veux pas savoir qu'est-ce qui te fait dire ça. Je fais ça comme une espèce d'attaque. Mais si je suis vraiment curieux à savoir qu'est-ce qui te fait dire ça, et ben là, ça te fait reformuler. Ça me surprend dans un premier temps. Ça te surprend dans un premier temps. Et toi, tu as dit, ça existe déjà. Et en fait, moi, tout ce que je fais dans ce moment-là, c'est un mouvement, c'est une posture, et je suis dans la posture 2, alors, c'est-à-dire le toi. Mon attention est focalisée sur toi. Tiens, comment toi tu peux voir les choses? Et ben en fait, tu es en train de me parler de quoi? Aide-moi à clarifier quelle est l'essence de ton message. C'est plus facile à voir quelque part quand on voit la personne. Si on remarque que la personne est déstabilisée comme ça, l'idée c'est pas de les laisser être déstabilisés. Si l'objectif est de te déstabiliser, ça devient une attaque. Oui. L'objectif, c'est de créer une ouverture pour que quelque chose d'autre puisse se passer. Alors là, effectivement, tu l'as arrêté, t'as tapé sur le tatami en disant c'est bon, voilà. Ce qu'on a à faire en pratique réelle, c'est de proposer notre direction. Donc, comme j'étais en posture 2, là, je vais éventuellement revenir sur une posture 3, c'est-à-dire là, c'est un nous, tiens. Est-ce que ça te dit qu'on explore les différentes choses qui existent et partager ce qu'on trouve le mieux, ou voilà, ça c'est ok. Ou je pourrais venir sur une posture moi. Et là, je ferai un petit de validation de ton écoute. Donc je dirais, est-ce que tu veux savoir pour moi? Parce que là, t'es déstabilisé. Complètement. Et là, tu cherches quelque chose à saisir pour ne pas perdre la face. Ok, c'est moi je prête ma main. Je te dis, est-ce que tu veux savoir pour moi? Quelle liaison l'aïkido verbal avec ce qui se passe aujourd'hui? Là, je te demande, est-ce que tu veux savoir moi? Et a priori, il y a de chances, si tu ne sais pas quoi dire, et toi, tu vas dire, oui, vas-y. Mais au moins, même si c'est un peu, oui, vas-y, dis-moi, hein, même si c'est cette ouverture-là, on a 10 secondes, maxi, 10 secondes. Mais parce que c'est ça, souvent, si on rentre dans une justification, ou une argumentation, ou cherche à me défendre, ou j'essaie d'être trop expliqué, d'ailleurs, on parle de jade. Justification, argumenter, défendre, expliquer. Si on commence à jader, ça contribue forcément à l'escalade de l'échange. Pas forcément, mais en beaucoup de situations, le fait de repousser. L'aïkido, c'est l'art de la non-résistance. On est dans cette idée que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur ou même de l'intérieur, mais on cherche à accueillir ce qui arrive pour ensuite mieux le comprendre et voir dans quelle direction on peut aller avec. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est le moi, toi, nous que tu essayes de mettre en œuvre ici. Titre personnel, Luc, qu'est-ce que ça t'apporte justement de pratiquer l'aïkido verbal? Sérénité, créativité, communauté. Tu veux parler de quelle? C'est bien, la sérénité notamment, en quoi ça t'apporte de la sérénité? Une des premières choses que mon fils m'a dit quand j'ai développé il y a quelques années, j'ai commencé à vraiment rentrer dans une pratique régulière, c'était, papa, la chose que je remarque, c'est que depuis que tu fais l'aïkido verbal, c'est que tu t'énerves plus avec l'imprimante. Donc, c'est vrai que les choses, tu vois, il y a quelque chose dans la gestion de ce qui peut venir à toi. On peut pas éviter les gens qui vont nous insulter ou on ne contrôle pas l'éventualité que ça peut toujours arriver un jour, que les gens nous accusent de quelque chose, que les gens nous mettent de la pression, que toutes ces choses qui existent, que les gens qui nous montrent, mais ça va exister toujours. La chose, c'est que, comment être équipé pour gérer ça de façon d'être sereine avec soi-même, d'être en paix avec notre façon, et ça consiste en quelque part à dire parce que je sais que je suis sereine parce que je cherche pas à blesser l'autre. Lorsqu'on veut blesser l'autre, et là on a une citation du fondateur Morihei Ueshiba, c'est lorsqu'on blesse notre partenaire ou notre adversaire, on se blesse soi-même.
Ouais, c'est tout à fait vrai. Je me permets de rebondir là, par rapport à ce que tu disais. Est-ce que tu aurais éventuellement à partager avec nous un dernier challenge sur une attaque à ton égard L'attaque que j'ai eue, quelqu'un m'a envoyé sur l'autre bout de la pièce, si je peux le dire, à un moment donné. Et en fait, sur le tatami verbal, en fait, on avait quelqu'un qui est venu et qui avait à gérer dans les syndicats. Il trouvait que l'autre personne était hautement agressive et donc il jouait la personne hautement agressive. Il n'était pas du tout dans l'écoute, etc. Justement, hein, et puis j'étais sur le tatami et je le gérais effectivement en pratiquant. Mais à un moment donné, il m'a fait un coup et je sais plus exactement ce que c'était, mais là, ça m'a tellement décentré. Voilà, j'ai eu l'impression quand même d'être envoyé sur l'autre bout de la pièce. Et puis je suis juste revenu, je suis recentré et j'ai pu réengager. Mais ça a duré du temps. Parfois, ça demande un grand effort. Hein. Ça, c'était sur les tatami. On dit réel. Je peux dire que j'étais juste avant cet appel, j'étais avec quelqu'un en ligne. Et à un moment donné, j'ai dû lui faire un retour sur lequel cette personne n'a pas forcément bien réagi. Et effectivement, en fonction de sa réaction à ce que elle pensait était une agression de ma part, sachant qu'on peut tous être vus comme un agresseur. Hein. Moi, si j'ai un retour à quelqu'un, c'est que j'aimerais bien qu'il y a plus de proactivité dans ce sens-là. Là, ça peut être une attaque pour cette personne-là. Et là, j'ai eu à gérer, en pratiquant l'aïkido verbal, sur quelqu'un qui avait du mal à prendre un retour. Ce qui arrive souvent. Et ça m'a vachement aidé. Et comme j'ai dit, ça a pris un petit peu d'effort. À un moment donné, j'ai dû me recentrer. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais passer du temps à l'écoute. Et ensuite revenir sur mes attentes, etc. Et petit à petit, entre le 2 et le 1, et un vrai 1, donc partager un vrai alignement à moi, et vraiment écouter son alignement à elle, et la facilité là-dedans, ça permet qu'au bout de 3 minutes, on était redevenu sur quelque chose de très constructif. Quelque chose qui peut peut-être mettre en péril une discussion, je pense que c'est l'ego. Et là, comme quand tu fais un retour à quelqu'un, ça peut blesser l'ego. Mais alors du coup, quand tu pratiques l'aïkido verbal, tu dois laisser ton ego de côté ou est-ce qu'il faut le gérer un petit peu différemment? Oui, l'humilité. Alors, les gens, ils s'attribuent différentes choses à ce mot, mais l'humilité, c'est une posture qui nous aide constamment dans la pratique. Ça nous aide dans les relations, je trouve, en général. Si on peut dire l'opposé de l'humilité, c'est un peu l'arrogance et ça peut aider au moins à dépister un peu, ou à le comprendre mieux. Donc, effectivement, cette humilité fait que si on veut le pratiquer, déjà, vous allez voir que déjà l'humilité dans les relations, ça déjà, c'est un petit peu une huile ou quelque chose comme ça qui fluidifie un peu souvent les mouvements. C'est lié à notre ego. Si on a envie de gagner ou envie d'avoir raison ou des choses comme ça, effectivement, c'est notre ego qui nous protège. Hein. On n'est pas en train de dire mauvais ego, non, tu sors de là. Non, c'est d'accueillir son ego et parfois de le remercier. C'est que de dire, notre ego, il est là, il était là pour nous protéger et ça nous a bien protégés dans certaines situations. Cependant, si notre intention, c'est de prioriser la relation avec l'autre et de mettre ça en priorité, au lieu de mettre avoir raison ou être le plus fort ou dominer ou des choses comme ça, si on peut mettre ça de côté, la pratique de l'aïkido verbal fait que, on préserve la relation, on préserve soi-même, et comme nous on fait même ça avec des gamins de 5 ans, et au bout de même 3-4 sessions de pratique, je me rappelle, il y a un petit garçon qui dit, en fait, l'aïkido verbal, c'est protéger soi-même, mais protéger l'autre aussi. Et j'ai dit, oui, c'est ça, il a bien capté. Il a tout compris. On va très bien. Il y a quelques années, je me suis intéressé à quelque chose qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Ce que je vois, moi, c'est quand même étroitement lié, l'aïkido verbal et la communication non violente. En tout cas, c'est ma perception. Est-ce que tu dirais qu'il existe un lien entre ces deux disciplines, si j'ose dire? Oui, quelques liens. Il y en a. Dans la première qui vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, tous les deux se basent en gros sur une connexion empathique. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Malheureusement, il y a à peu près 5% des gens qui existent, donc ça c'est une personne sur 20, porte chance qu'on connaît tous en moyenne, qui a une déficience en empathie. On doit avoir de la compassion pour ces gens parce que c'est difficile à vivre. Cependant, ça fait qu'ils peuvent être effectivement beaucoup dans leur ego et très un peu focalisés sur eux. Donc, l'idée de un nous, l'espace qu'on va laisser à l'autre est minime. Donc, c'est très difficile
de trouver ces fameuses 3, ces fameuses 1 plus 2, etc. Donc c'est très limité par rapport à ce qu'on peut espérer par rapport aux 95% des gens. Mais donc la connexion empathique, c'est vraiment quelque chose qui est commun des deux pratiques de la communication non violente. La communication non violente a pour objectif, comme tel qu'il a dit Marshall, c'est d'éviter de blesser l'autre lorsqu'on exprime des choses. Donc c'est ça, communiquer de façon non violente. Évidemment, c'est très réducteur, mais dans l'acquis verbal, ce qu'on peut dire, c'est que ça permet de faire ça aussi en pratique parce qu'on a un kata. Une kata, c'est une séquence d'échanges, c'est une séquence de mouvements. On en a plein des différentes. Un, là-dedans, est basé sur une pratique de la CNV, c'est-à-dire qu'on va faire, en gros, 3 mouvements en posture 1 et un mouvement en posture 3, à savoir, on va dire, OK, voici les faits de mon côté, voici ce que je ressens, voici mes besoins. On partage 3 choses sur soi. Et ensuite, on va aller sur la recherche de besoins chez l'autre, mais recherche des faits et émotions. Et ensuite, d'aller sur une proposition à nous. Donc, c'est un kata, c'est une séquence de mouvements qu'on peut faire en certaines situations, mais il faut pas enlever, les gens qui pratiquent la CNV, pareil, c'est une pratique. Et c'est très difficile de pouvoir, dans une situation réelle, être vraiment pur dans le partage de quels sont les vrais faits, parce que les gens confondent souvent les faits et les avis, et d'accéder à ses propres émotions et d'accéder à ses besoins. Ça demande un travail énorme. Donc déjà, je dirais juste pour apprendre ce kata-là, il faut 2 ans pour bien le pratiquer. Comme l'aïkido, c'est un art de fusion dans le sens et que ça va accueillir tout ce qui vient et on va chercher à le comprendre et voir comment on peut cheminer avec. Et évidemment, il y a dans la CNV, dans l'énéagramme, dans la lecture des émotions, etc. Il y a plein de choses qui s'intègrent très très facilement dans cette pratique. Et du coup, les praticiens développent un kata ou des mouvements qui permet d'intégrer en quelque part ce savoir ou ces pratiques. D'accord, donc c'est un outil en fait, comme un autre. Oui. Très bien. Là, toutes les personnes qui nous écoutent, donc on a majoritairement des gestionnaires de projet, ils ont souvent affaire à des nombreuses parties prenantes. Alors des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe un peu moins bien, et puis des fois c'est carrément conflictuel. J'imagine que la maîtrise de l'aïkido verbal pourrait grandement les aider justement dans leurs interactions. C'est un petit peu plus avancé dans le sens où, oui, il faut savoir gérer déjà une personne pour pouvoir étendre ça à une gestion de groupe ou de plusieurs personnes. C'est ça la question en fait, Nicolas, si je me trompe pas. C'est la gestion d'un groupe ou plusieurs attaquants à la fois, c'est ça? Oui, absolument. En fait, t'as plusieurs personnes qui vont, dans un comité de pilotage, par exemple, revenir vers toi de manière un petit peu conflictuelle. Oui. Comme je dis, on développe des réflexes, mais on va commencer en développant un réflexe déjà pour gérer une personne. Après ça, ça dépend. Les gens peuvent aller explorer des choses qui sont plutôt réelles dans leur vie. Moi, je recommanderais toujours qu'on passe aussi par un petit travail sur la gestion des attaques internes. Donc, lorsqu'on s'attaque soi-même aussi, parce que ça joue énormément sur comment on va gérer les attaques de l'extérieur. Une fois qu'on a bien les réflexes développés, c'est que ce soit une personne ou 3-4 personnes, c'est juste une question de flexibilité quelque part. Alors très bien, merci Luc. Alors justement, quelqu'un qui veut commencer la pratique de l'aïkido verbal, on va lui conseiller d'abord de s'exercer sur lui-même, peut-être ensuite de s'exercer sur sur une personne de son entourage, et y aller progressivement comme ça. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils supplémentaires à leur donner pour aller un petit peu d'améliorer leurs compétences ? C'est pas de la publicité, mais je pense que la façon de le faire, c'est de pratiquer avec des gens, en fait, en situation de sécurité. Donc, pour moi, ça, c'est le dojo. C'est fait pour que ce soit un environnement le plus sécurisé possible. Mais après ça, effectivement, on peut s'entraîner soi-même. On peut trouver des exercices dans les livres qui existent déjà. La première chose, je pense, si on l'a pas encore fait, c'est de noter quelles sont les zones de tension. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent de la tension dans un échange, où c'est que ça se passe. C'est le b.a.-ba. C'est vraiment de pouvoir reconnaître la tension en soi, et parfois on le reconnaît et
on va faire pareil, on va continuer dans l'attaque ou continuer à faire l'escalade. Mais au moins, c'est ça, c'est de dire, tiens, regarde, pour moi, personnellement, c'est comme si quelqu'un a mis ses bonnets de natation, là, tu sais que ça fait claque sur la tête, et ben ça, c'est ça que ça fait sur ma tête. Souvent, c'est une tension au niveau du cuir chevelu, et quand je ressens ça, c'est un petit appel à moi à l'intérieur. C'est-à-dire que ça me rappelle que tu as besoin de te centrer. Cette petite compétence-là de pouvoir reconnaître les tensions et de savoir comment, et plus ou moins rapidement devenir vers cet état plus centré, sans mettre la pression non plus qu'il faut que je sois 100% centré. Il faut qu'on ait l'intention de ça. C'est ça qui se ressent. Toujours dans, tiens, même si je suis pas complètement, j'ai envie de revenir à une position plutôt stable pour pouvoir communiquer, au lieu de dire je contrôle rien, je vais laisser on accueille la colère, mais si on laisse la colère partir, se dégrader en rage ou des choses comme ça, et ben là ça devient destructeur. Quelle que soit la chose, même si c'est la colère elle-même, c'est ça, on va accueillir notre colère en soi, chercher à mieux le comprendre et voir comment on peut cheminer avec, au lieu de soit le laisser passer en rage ou, encore pire, le supprimer et dire non, je suis pas en colère, parce que là, ça va exploser ou ça va donner beaucoup de sous aux thérapeutes qui font bien leur travail, mais ce qu'ils font, c'est de faire bien ressortir les émotions qui sont refoulées. Alors Luc, est-ce qu'il y a une question que l'on n'ose pas forcément te poser et à laquelle tu souhaiterais répondre aujourd'hui ? C'est pas une question évidente, je pense que je vais la poser à chaque épisode. Il y a une question quand même que on me le pose, mais je sens qu'il y a souvent en hésitation avant de le poser, et je pense que c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça, mais qui disent je vais peut-être pas le dire. Donc c'est vraiment cette question, mais qu'est-ce qui se passe si la personne mérite qu'on l'attaque ? Est-ce qu'on a le droit de l'attaquer ? C'est souvent. Alors pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'on a le droit. On a le droit de faire des choses qui sont légales, quoi. Mais l'esprit de la pratique, si on a choisi de dire tiens, pour moi, ce qui est important, c'est ma relation avec les autres, c'est ma relation avec moi-même. Eh bien, si je mets la priorité sur les relations que j'ai dans la vie, eh bien d'attaquer quelque chose à l'extérieur, ça entraîne une escalade. Donc la violence entraîne la violence. La question c'est, on va contribuer à quoi ? Est-ce qu'on contribue à aller dans une direction constructive ou au moins paisible, et où est-ce qu'on contribue à, dès qu'une personne va enchaîner faire escalader quelque chose, et ben l'autre personne, il y a des chances que soit ils vont être dans la fuite dans un instant, mais pour revenir plus fort et pour enchaîner, pour escalader, pour être dans une espèce de compétition de quelque chose. Donc c'est ça un peu la différence que j'imagine que tu connais aussi, Nicolas. L'aïkido, on ne le voit pas dans les Jeux Olympiques. Il n'y a pas cette idée de tiens, j'ai dominé quelqu'un d'autre. Non, pas de compétition. L'idée, c'est la compétition, c'est génial dans plein de choses. On a le rugby et les choses comme ça. Et c'est intéressant. Ça amène des gens ensemble. Ça fait développer des compétences. Cependant, dans les relations, dans la compétitivité dans la relation, ça n'a pas vraiment sa place. En moins de dire, tiens, qui est la meilleure dans l'écoute ? Pourquoi pas ? Tu disais la violence entraîne la violence, ça me fait penser à quelque chose que disait Isaac Asimov et qui est tout à fait vrai et applicable à mon avis dans l'aïkido verbal et dans les relations de manière générale. C'est la violence est le dernier recours de l'incompétence. Je n'arrive plus à rien faire, je deviens violent, finalement. Et peut-être c'est pour ça que, quelque part, les gens posent la question si la personne mérite. Mais effectivement, si on a la compétence de savoir mener, en gros, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me dit l'autre jour, c'est un ami proche qui m'a dit oui, mais Luc, quand même, toi, tu sais gérer des situations comme ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Mais en fait, il y a un truc simple, c'est que en fait, chaque personne a un niveau de peur par rapport à l'idée de rentrer dans un échange difficile. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux de pouvoir dire, en fait, il va y avoir des conflits, mais en fait, dès qu'un conflit arrive, en fait, je me sens confiant à pouvoir le gérer de façon sereine. J'ai cette compétence-là, donc puisque je l'ai, est-ce que je vais choisir de le faire, ou est-ce que je vais choisir de dire, tiens, je vais voir ce qui se passe si je provoque la bête. Oui, et puis la gestion de conflit, ça peut être quelque chose de très positif dans les équipes projets, dans les équipes de manière générale. Des fois, c'est bien qu'il y ait du conflit pour faire progresser l'ensemble de l'équipe, et puis qu'il n'y ait pas de non-dit, justement. Donc je pense que l'aïkido verbal peut aussi permettre ce conflit, mais le maîtriser, en tout cas le contenir. Exact.
Je voulais savoir aussi, Luc, si tu avais quelques livres éventuellement ou plusieurs à nous conseiller pour approfondir le thème d'aujourd'hui, à savoir l'aïkido verbal. Tout à fait. Alors, il y a, même avant de lire sur l'aïkido verbal, c'est intéressant de prendre L'Art de la paix, qui est une collection de citations de Morihei Ueshiba. C'est le fondateur de l'aïkido, du coup. Fondateur, effectivement, de l'aïkido. Donc, c'était édité par John Stevens, un grand également. Il y a de la lecture, heureusement. Ueshiba, il a surtout pratiqué dans le XXe siècle, donc ça reste quand même assez récent, mais il y a vraiment un pléthore de différents livres et textes qu'on peut trouver là-dessus. Mais voilà, l'art de la paix, c'est quand même un joli vue d'ensemble qui se lit très très facilement. Après ça, effectivement, j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit La ceinture verte, la ceinture orange il y a quelques années, donc 2 livres qui rentrent un peu dans les bases de la pratique et puis avec des exercices de pratique qui sont dedans. Là, j'ai sorti, pour les anglophones, pour ceux qui seraient plutôt à l'aise à lire l'anglais, il y a From Conflict to Conversation, le dernier livre qui est sorti en anglais, et j'avoue que depuis qu'il est sorti, j'ai pas eu le temps de le faire l'édition française, mais ça vient, c'est en voie. Voilà, c'est pour ceux qui ne veulent pas attendre. Il y a le dernier livre qui existe pour l'instant. Très bien. Je mettrai quelques liens, je mettrai les références et éventuellement des liens pour pouvoir les commander. C'est très gentil. Y a-t-il, au cours de ta carrière, une grande décision que tu aurais prise et qui a largement contribué à ce que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui finalement ? Et plus globalement d'ailleurs, si j'étends un petit peu cette question, quelles leçons as-tu pu en tirer ? Pour moi, c'est quand je pense à ce qui a vraiment contribué au développement de ces pratiques. C'est pas une décision que j'ai prise, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pas vraiment l'esprit très vendeur dans la pratique. J'avais plutôt envie de travailler avec un certain secteur, le secteur médical, le secteur éducation et social. Et j'ai vu que, en fait, c'était pas forcément des gens qui avaient des moyens, pour payer, mais l'idée de poursuivre, même s'il y avait peu de rémunération là-dessus. Et du coup, j'ai fait faillite parce que j'avais pas à l'époque, en tout cas, j'avais pas un esprit très business. Mais en fait, j'en suis sorti de l'autre côté avec comme un savoir c'est ça que j'ai à faire ici, que je peux amener, j'espère, en toute humilité, pour aider des gens, pour donner un petit peu d'espoir aux gens qui peuvent être dans une difficulté. Donc, voilà, la décision, c'était de poursuivre la direction, comme je parle de socio-vocationnel, et je suis ravi parce que j'ai pu rencontrer des merveilleuses enseignantes, des gens qui sont dans une empathie qui me dépasse parfois. C'est vraiment, je suis ravi d'avoir choisi ces secteurs-là. Évidemment, on travaille avec bien d'autres organisations, etc. Mais voilà, je pense que ça a eu un énorme impact. Pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Alors du coup, si on résume un petit peu, les leçons que tu as pu en tirer, c'est quoi ? C'est de la persévérance, c'est le retour d'expérience que tu t'es fait, peut-être tu t'es posé 5 minutes quand tu t'es dit, j'ai fait faillite, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé là, comment je fais maintenant ? C'est effectivement cette idée de croire dans ce qu'on fait, en fait de choisir quelque chose qui, j'ai dit, la pratique m'amène de la sérénité et la créativité, et c'est vraiment quelque chose qui, même si depuis 15 ans que je développe la pratique, je suis toujours étonné non seulement c'est possible de développer toujours des nouvelles techniques, il y a vraiment un beauté artistique avec cela, mais aussi évidemment, mais tous les praticiens, tous les facilitateurs qui existent, mais c'est absolument incroyable. Je suis entouré de gens hyper créatifs et extrêmement talentueux. La pratique en elle-même, c'est quelque chose qui se prête à une évolution et une créativité constante. Écoute, merci beaucoup Luc. Une dernière question avant de nous quitter. Quel est le meilleur moyen de te joindre si nos auditeurs souhaitent te contacter ? Il y a le site verbalaikido.org. C'est un site où effectivement il y a un formulaire de contact. C'est la meilleure façon. Je vois très rapidement les messages. J'avoue que parfois je suis en déplacement et je suis pas toujours joignable tout de suite, mais je réponds toujours à tous les mails qui me sont. Et voilà, nous sommes rendus à la fin de cet épisode. Il est un peu plus long que le format habituel, mais j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Le contenu était, je trouve, très intéressant. Si vous avez consommé cet épisode sur une plateforme d'écoute, pouvez-vous s'il vous plaît prendre quelques secondes pour noter le podcast et ajouter un commentaire encourageant. Et si vous l'écoutez sur YouTube, je vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce, mais aussi un commentaire à propos de cet épisode pour nous dire ce que vous en avez pensé. Enfin, merci à tous ceux qui partagent le podcast avec leur entourage, ça nous aide beaucoup.
Comme toujours, pour me contacter, vous pouvez utiliser la rubrique à propos du site caféduprojet.net. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode du Café du Projet. N'oubliez pas, les épisodes sont diffusés le premier mardi de chaque mois.